Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 15 juin 2021. Bienvenue dans À l'air libre au sommaire aujourd'hui. La PMA pour toutes bientôt adoptée. En tout cas, on l'espère, après une décennie, oui, une décennie d'attente. On en parle avec nos invités Coralie Dubost, députée LREM de l'Hérault, et Marie, adhérente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui viendra nous parler des obstacles qu'elle a rencontrés et rencontre encore. Papacito et compagnie, les youtubeurs d'extrême droite menacent et appellent à la guerre civile. Enquête sur une constellation d'authentiques du danger public, faut bien le dire, avec Lucie Delaporte, journaliste à Mediapart, et le chercheur Romain Fargier. Bienvenue, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Le samedi 26 juin, ce sera la marche des fiertés à Paris. Ça se passera entre Pantin et la place de la République. Il y a eu d'autres défilés déjà en France. Le 12 juin, c'était à Nantes. Et le 3 juillet, par exemple, ce sera à Marseille. Et il y en a d'autres. Un mois des fiertés avec peut-être une victoire en ce début d'été. La PMA, enfin adoptée, en tout cas on l'espère, après une décennie de promesses, d'atermoiements et beaucoup de lesbophobie exprimée au passage. La PMA, en 3 lettres, c'est l'assistance médicale à la procréation. Elle est ouverte depuis des années aux couples hétérosexuels infertiles. La France discute depuis 10 ans, et en réalité, depuis plus longtemps encore, de l'ouvrir aux couples de femmes et aux femmes seules qui souhaitent avoir des enfants. Une mesure déjà adoptée pour s'en tenir à l'Europe, au Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la Grèce, l'Estonie, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas. Il y en a d'autres, bref, la France est à la traîne. Et c'est peu de dire qu'on y est arrivé dans la douleur. Si on y est vraiment arrivé, Coralie Dubost, vous allez nous dire, vous êtes députée LREM de l'Hérault, je l'ai dit, co-rapporteur du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Et vous, avec vous sur ce plateau, Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes une militante, adhérente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel et maman d'un enfant né de PMA. Coralie Dubost, je commence par vous, députée de la majorité. La PMA vient d'être adoptée en troisième lecture à l'Assemblée nationale. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a promis de premiers parcours avant l'été, parcours remboursés par la Sécurité sociale. Ce sera bien le cas, oui ou non? Alors les premiers parcours d'AMP, je pense plutôt qu'ils vont débuter à la rentrée pour les couples de femmes et les mamans solo, parce qu'on a une obligation de délai entre la promulgation et le moment où on le met en œuvre, qui est le délai de saisine du Conseil constitutionnel. Donc, ce sera voté, et les premiers parcours, ce sera à la rentrée. On a déjà la date, ce sera le 29 juin, la dernière lecture à l'Assemblée nationale, et je peux garantir que la majorité va le voter, pas que d'ailleurs, c'est un peu plus élargi, souvent les bancs de gauche nous accompagnent sur ce texte, et donc ce sera voté. Après un parcours compliqué, on l'a dit, et on va y revenir. Marie, en 2 mots, est-ce que vous êtes soulagée? Non, enfin oui, je suis évidemment soulagée parce qu'il était temps. Après, je souris parce que, effectivement, ça fait 10 ans qu'on l'attend. Moi, ma PMA, je l'ai commencée en 2010, donc voilà, forcément, ça fait un petit moment. Et puis, je suis convaincue aussi que ça va enfin passer. Mais on l'a tellement entendu, ça va venir, ça va arriver, ça va passer. Et en fait, marche arrière, que je dois dire que j'attendrai les décrets pour me féliciter de la loi qui sera enfin promulguée. Jusqu'à cet été, donc. Parce que, en effet, la PMA, on l'a déjà un peu dit, c'est vraiment une très longue histoire. Rappelez-vous, on est en 2012, il y a 9 ans, très exactement, et François Hollande, alors candidat socialiste à la présidentielle dans le magazine LGBT, s'engage pour l'ouverture du mariage aux couples de même sexe et pour la PMA, pour les couples de femmes. Malgré la pression de certains parlementaires et ministres de sa majorité, la PMA ne figurera pas dans la loi ouvrant le mariage pour tous, votée en avril 2013, loi fêtée dans la joie quand même par les députés de gauche à l'époque. 331 contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. Je pense qu'on a fait plus des heures de débat. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Égalité, disent les socialistes, mais les lesbiennes, elles, sont oubliées. On se réjouit quand même un peu, même si la PMA est passée à la trappe. En 2017, Hollande quitte l'Élysée sans avoir jamais remis la question de la PMA sur la table, renvoyée à l'avis du comité d'éthique qui n'a cessé de remettre sa décision à plus tard, rendra finalement sa décision favorable en 2018. Alors en 2017, Emmanuel Macron, candidat, proposait lui aussi l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules. Et sa ministre, Marlène Schiappa, une fois qu'il a été élu, embrayait en juillet 2017. Nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein
et apaisé sur ce sujet. Paf, raté, toujours pas. On est près de 2 ans plus tard, mars 2019. Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, le promet cette fois, c'est sûr. C'est pour bientôt. Il sera donc tenu. Personne ne peut avoir de doute. On verra en termes de calendrier, mais enfin, on est plutôt sur un calendrier de fin d'année 2019, deuxième semestre 2019. Si ça déborde, ça déborde. Mais je veux dire, l'horizon, il est bien le vote d'un texte sur la PMA dans l'horizon que je viens de vous donner. C'était il y a 2 ans, et donc on arrive juste au vote de la PMA. Marie, vous aviez, je crois, 29 ans, c'est ça, en 2012, quand François Hollande promettait d'ouvrir la PMA aux lesbiennes. Jeune femme, en âge d'avoir un enfant, justement. J'imagine qu'à l'époque, c'était un grand espoir. Oui, alors moi j'avais déjà commencé mon parcours PMA à ce moment-là, donc j'étais déjà à l'étranger. Évidemment que c'était interdit à l'époque, vous aviez commencé une PMA à l'étranger. Oui, alors ce qui s'est passé avec la loi de François Hollande, c'est surtout que le mariage nous a permis d'établir une filiation. C'était ça qui était quand même le gros enjeu à l'époque, parce que la PMA, on l'espérait. Elle a vite été démentie, elle est vite sortie du projet de loi, donc on a un peu arrêté de l'attendre. Mais le point crucial à ce moment-là, c'était de protéger les enfants, parce qu'on avait tellement d'enfants qui avaient un seul parent légal que ça devenait quand même un gros souci. Ouais. Et donc il y a eu la Manif pour tous, des mois et des mois de manifestations. Le pouvoir de Hollande tétanisé par ces mobilisations. Est-ce que cette phase-là, ça vous a déçu ? C'était très compliqué. C'était extrêmement violent. On était dans un moment où soit on militait avec nos enfants et on exposait nos enfants, potentiellement on les mettait en danger, parce qu'il y a des manifestations qui sont quand même très mal passées. Soit on manifestait sans nos enfants, auquel cas on nous disait vous n'avez même pas le courage de montrer vos enfants, vous assumez pas vos familles. Il y a eu des insultes homophobes et lesbophobes en permanence pendant toute cette période-là. Donc oui, c'était une période qui était excessivement violente et compliquée à ce moment-là. Après, la déception, elle vient surtout de François Hollande qui dit au maire finalement non, la clause de conscience, peut-être vous pourrez éviter. Voilà. C'est ces choses-là qui ont été vraiment très très compliquées à gérer. Coralie Dubost, vous n'êtes pas comptable de ce qu'a fait François Hollande, vous n'étiez pas élue à l'époque, mais vous êtes élue de la majorité depuis 2017, on a vu, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi ça a autant traîné ? Déjà, il y a quelque chose de très intéressant sur les débats de l'époque. Alors, effectivement, je n'étais pas élue, je n'étais même pas en politique d'ailleurs, mais j'enseignais à la fac de droit les libertés fondamentales et on étudiait le mariage pour tous avec les étudiants, c'était intéressant. Et on avait remarqué dans les débats que tout avait été orienté sur la liberté d'aimer et qui on choisit comme partenaire indifféremment de son sexe, de son orientation sexuelle, et pas sur la liberté de fonder une famille. Et c'était ça le sujet, c'est que finalement, ils ont pensé apaiser les débats en ne parlant que de la liberté d'aimer, alors qu'avec la liberté d'aimer et de se marier, il y a évidemment aussi la liberté de fonder une famille et de devenir parent. Et c'était ça qu'on voulait mettre, nous, au goût du jour dans le texte. Pourquoi ça a autant traîné ? Parce que c'est un texte qui est en procédure normale. En fait, le temps que vous voyez là, c'est le temps d'une procédure normale de loi à l'Assemblée nationale. Donc on n'a pas souhaité l'accélérer, c'est un choix politique. Voilà, il n'y a pas eu de procédure accélérée sur ce texte parce que justement, il avait été dit qu'il fallait des débats apaisés et que si on avait fait une procédure accélérée, on aurait été accusé de vouloir la passer en vitesse et en catimini. Bon, sachant que ça fait des années qu'on l'opposition le dit de toute façon de droite, dit quand même qu'on est passé au forceps. Moi, je trouve qu'on a pris le temps. Sénat qui a vidé, Sénat majorité, les Républicains qui a vidé 3 fois la loi de sa substance au cours de totalement. Totalement. Et puis on a eu le Covid, mine de rien, parce que ce que disait Marc Fesneau était vrai, le texte était programmé, et puis Covid, on a passé les lois d'urgence, etc. Alors, on peut aussi parler éventuellement d'autres explications, c'est-à-dire un de vos collègues LREM, Jean-Louis Touraine, co-rapporteur du texte, il a une autre explication. Mathilde Goannec de Mediapart, il a dit ceci: ce gouvernement, comme les autres, a peur. On va voir cet entretien dans Mediapart. Touraine qui dit: pourquoi avons-nous 30 ans de retard par rapport à nos voisins européens ? Parce que nos dirigeants n'entendent pas ce que veulent les Français. S'il n'y a pas de bonne raison, pourquoi priver certaines personnes de certaines libertés ? Il en fait une question d'égalité des droits. Est-ce que ce gouvernement a eu peur également? Je ne dirais pas ça non plus. Je pense que Jean-Louis, je sais sa passion pour le sujet, pour l'universalisme, et je le rejoins là-dessus, mais il se trompe quand il dit que le gouvernement a peur. La réalité, et elle est dure pour quand on est fier du côté la France, pays droit de l'homme, en matière de bioéthique, on est plutôt retardataire. Et on est connu internationalement, la France, pour être plutôt un pays rétrograde et conservateur en matière de bioéthique. Ça, c'est la réalité. Et c'est indépendant du parti au pouvoir, que ce soit Hollande, Macron ou n'importe qui. Et on a intégré ce texte dans une loi sur la bioéthique, ce qui n'est pas dans le cas dans d'autres pays. Au départ, on n'avait pas le choix de le mettre
mettre d'autre que de le mettre dans la bioéthique, parce qu'on était encore sur une technique médicale avec un critère d'infertilité. Là, on a supprimé le critère d'infertilité sur l'accès à la PMA, ce qui, je l'espère, permettra pour les décennies à venir, si ça doit encore évoluer, d'être traité dans un texte en propre. Alors, vous dites que le gouvernement... Le critère d'infertilité, il s'appliquait déjà plus depuis très très longtemps pour les couples hétéros. En pratique, mais il était toujours dans la loi. Donc oui, mais dans la loi, ça restait la base légale qui donc faisait le texte de bioéthique. Alors, on va quand même lister, vous dites ce gouvernement n'a pas eu peur, on va quand même lister les amendements refusés, enfin c'est pas les seuls, par le gouvernement dans ce texte. L'accès à la PMA aux veuves, refusé alors qu'il est autorisé pour les femmes seules. L'ouverture de la PMA aux femmes transgenres, refusé. Ça parle d'amendements refusés par le gouvernement, parfois proposés par votre propre majorité. La reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA, la gestation par autrui, autrement dit les mères porteuses. Là aussi, un très vieux sujet, refusé, renvoyé à une hypothétique loi au Sénat dont on sait très bien entre nous qu'elle ira pas loin. Et une levée de l'anonymat des donneurs et donneuses, mais qui reste partielle. Pourquoi le gouvernement a refusé autant d'arguments ? Alors, les points sur lesquels je suis pas d'accord avec vous et les points sur lesquels je suis d'accord avec vous. Je suis pas d'accord quand vous dites qu'il n'y a pas finalement de levée d'anonymat partielle, enfin que c'est insuffisant. Moi, je pense que c'est un droit personnel pour l'enfant et qu'au contraire, c'est garantir les droits de l'enfant que ce soit à lui de choisir le moment où il a envie d'avoir accès à l'identité ou aux données non identifiantes du donneur. Et c'est beaucoup plus une mesure de protection. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on devait l'ouvrir aux parents ou pas, au moment du don, après le don, dans leur histoire. Et on pense que pour protéger l'enfant dans un premier temps, il vaut mieux que ce soit lui qui y ait accès et qui choisisse le moment où il actionne son droit. Et quand on aura... Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement là-dessus ? C'est-à-dire tout le monde n'est pas d'accord dans la majorité là-dessus. Il y a des gens qui... il y a quand même une immense majorité qui est là-dessus favorable. Moi, je suis prête à réfléchir le sujet sur comment on pourrait ouvrir aux parents, mais de façon sécurisée pour être sûr que ce ne soit pas instrumentalisé dans le cadre d'un conflit familial. Parce que quand on a fait un peu droit de la famille et droit de l'enfant, on sait qu'il existe parfois des périodes de la vie dans une vie de famille où il peut y avoir des conflits et il ne faut pas que ce soit utilisé à mauvais escient. Donc je ne suis pas fermée à l'hypothèse d'ouvrir ce droit aux parents pour l'avenir, mais par contre, il faut qu'on réfléchisse à un dispositif qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'avait pas été pensé en tout cas pour ce texte et qui n'a pas été créé. Bon, mais ça ne ferme pas la porte, c'est un immense progrès déjà que de donner accès à l'enfant devenu majeur à l'identité ou aux données non identifiantes du donneur. Ça veut dire qu'on n'a plus peur et que justement on évacue la culture du secret qui était quand même très présente en France depuis les lois de 94, les lois Veil, où il était écrit dans le Code civil que l'État organisait le secret autour de l'AMP. Donc là, on fait sauter les conditions du secret. On est un peu en train de mélanger deux notions. Pour moi, la culture du secret, elle était très existante dans les familles hétérosexuelles parce qu'il y avait une potentialité, réalité qu'on essayait de maquiller un peu. Dans nos familles, évidemment, il n'y a pas de secret, puisque on n'invente pas, les enfants ne sortent toujours pas des choux ni des carottes. Donc ça, c'est quelque chose qui est dit. Et l'autre chose, c'est sur la levée de l'anonymat. Partir du principe que c'est une avancée, moi c'est quelque chose que j'entends, c'est des arguments que j'entends beaucoup. Moi, à titre personnel, j'ai fait le choix d'un donneur anonyme pour ma fille, parce que je pars du principe que c'est un don, comme un don d'organes classique. Vous connaissez ces arguments-là par cœur. Moi, on me donne un cœur, je ne saurais pas de qui le cœur vient. Pourtant, je pourrais peut-être vouloir le savoir parce que y a plein de fictions qui partent par rapport à qu'est-ce qu'on peut transmettre quand on transmet un organe, etc. Bon, moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est d'associer la culture du secret à la levée de l'anonymat. Pour moi, on est sur deux choses différentes. Il y en a une qui est la levée de l'anonymat quant aux origines, et l'autre qui est la levée de l'anonymat, la levée du secret, quant au mode de conception de l'enfant. En fait, vous avez les deux qui s'entremêlent. Là où je suis évidemment d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas le même secret dans les familles hétéroparentales et homoparentales, c'est bien évident. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur... En fait, l'enfant n'est pas le receveur. L'anonymat est maintenu, effectivement, vous avez raison, pour un cœur, pour un autre organe. Moi aussi, je considère que c'est exactement le même don qu'un autre organe. C'est le parent le receveur, enfin les parents sont receveurs. Mais l'enfant, il est issu du don et lui, il doit pouvoir avoir accès. Après, sur la PMA post-mortem ou la PMA des veuves, alors qu'on autorise aux femmes seules et celle des trans, moi, j'ai voté pour. J'ai été favorable. Donc, j'ai aucune difficulté à vous dire que c'est un progrès qui n'a pas eu lieu sur ce texte, que j'aurais souhaité, mais la majorité n'a pas emporté ce choix-là. On va regarder d'ailleurs sur les personnes trans. Écoutez ce que certaines disaient devant l'Assemblée le 8 juin, militantes trans notamment de l'organisation Accept ST. Le droit pour les personnes trans d'avoir accès à la PMA, ce n'est pas un privilège ou quoi que ce soit. C'est juste un droit fondamental. Mais dans la société transphobe, dans la société raciste, grossophobe et aussi putophobe, qui terrorise notre communauté, il veut qu'on crève, mais non, on survivra et on reste ici pour parler à l'Assemblée nationale.
colère de cette porte-parole, Mimi, de l'organisation Accept-Testé. Coralie Dubost, ôtez-moi d'un doute. On est bien d'accord que pour cette majorité, les femmes transgenres sont des femmes, non? Donc de quel droit leur empêcher l'accès à la PMA? Je pense qu'il y avait deux choses qui ont percuté les collègues qui étaient défavorables. Je ne me mets pas dans l'eau puisque j'ai voté pour et que ce sont des scrutins publics. D'une part, les questions d'état civil, les questions de à quel point est-ce qu'on va bouleverser le droit de la famille, en général, quels effets ça pourrait avoir par ricochet. Et d'autre part, la perception. Et c'est pour ça que je vous dis, là, on est sur des sujets de représentation et de compréhension de la situation des trans. Et effectivement, je pense qu'en France, aujourd'hui, c'est pas très bien compris. Un peu de transphobie? J'irai pas jusqu'à la phobie, mais à l'incompréhension, l'inconnu et l'incompréhension de la situation. J'irai pas jusqu'à la phobie non plus. Après, moi, mon avis de juriste, je prends ma casquette de juriste, je pense qu'un jour, une QPC permettra de lever cette ambiguïté, qu'il n'y aura pas forcément besoin d'un texte. Donc ça se fera par le droit et pas par la loi. Je pense que par le droit, ça va se faire. Marie, en deux mots, je voudrais revenir sur votre parcours. Votre petite fille est née il y a 4 ans, après plusieurs tentatives de PMA. Alors pas en France, puisque c'était interdit, mais à l'étranger. Parcours cher et semé d'embûches. Et puis après, il y a eu une question de filiation, puisque vous avez quitté votre compagne, vous êtes séparé avec votre compagne, et puis il a fallu régler la question de la filiation. Expliquez-nous en quelques mots, alors c'est probablement passerait beaucoup de temps, mais expliquez-nous toutes les galères par lesquelles vous êtes passé concrètement, parce qu'il n'y avait pas de cadre légal. Oui, alors c'était il y a 6 ans, effectivement, parcours de plus de 4 ans, 5 ans de parcours en Espagne, en Belgique. Ça coûte cher? Ça coûte très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, des absences aussi par rapport au travail, hein, évidemment, ça a des conséquences. Et puis, enfin, une grossesse, alors qui s'est passée très bien. J'ai eu de la chance. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il y a, même s'il n'y a pas de cadre légal, il y a des médecins qui suivent, il y a des gynécos qui suivent. En fait, tout ça s'organise, même si la loi n'existe pas, d'une certaine façon. Ça a beaucoup bougé avec le temps. Ouais. Au début de mon parcours, c'était vraiment laborieux. On avait des pharmacies qui refusaient de nous fournir les traitements tant qu'on ne donnait pas le centre d'AMP auquel on était rattaché. Enfin, c'était vraiment lourd et long. Par la suite, ça a été mieux. Aujourd'hui, des gynécos qui acceptent de suivre à l'étranger, il y en a plein. Ça devient beaucoup moins compliqué. Après, des gynécos homophobes, il y en a toujours, évidemment. Donc, suite à ma grossesse, ma fille naît. Et puis, on se sépare avec sa maman. Elle avait 8 mois. Donc, juste après la grossesse, après la naissance, parce qu'il faut aller le faire très rapidement, on est allé chez le notaire pour demander l'adoption par mon ex-compagne. Cette adoption, ça prend du temps. En l'occurrence, chez nous, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait. Et on s'est séparés pendant le processus d'adoption. Et là, très, très compliqué. En fait, toute la séparation est mise en stand-by tant que l'adoption n'est pas prononcée, parce qu'en fait, l'autre maman ne sait pas si on va lui faire sauter son adoption ou pas. Donc, après, il faut être droite dans ses chaussures. Hein. Moi, j'ai toujours été très claire sur le fait que c'était son autre maman. Évidemment, il y a des personnes qui m'ont incité à annuler l'adoption. Ce genre de situation, ça va être réglé avec la nouvelle loi? Alors, ça va être réglé en partie, et c'est déjà réglé en partie, puisqu'il y a des jurisprudences qui sont arrivées depuis et qui permettent que quand l'adoption est initiée... Oui, alors là, je me permets parce que... Vous n'êtes pas sûr que ça va être réglé? Ah si, je suis sûre que ça va être réglé, mais parce que j'ai mené comme rapporteur une énorme bataille sur ce sujet. Oui, mais c'était pas dans le texte de départ, et on l'a ajouté, c'est vraiment... Mon point, c'est que déjà actuellement, il y a une jurisprudence qui fait que quand l'adoption est initiée au sein du couple, elle ne sera pas cassée par une séparation. Ouais. Donc c'est ce point-là sur lequel je voulais rassurer tout le monde, c'est plus la même situation aujourd'hui. Un petit mot, mais je crois que... on va permettre quand même avec le texte, les PMA qui auront été antérieurs à ce texte et à l'étranger, il y aura 2 façons de pouvoir aller reconnaître l'enfant. Si le couple est séparé, mais que les mamans s'entendent bien, elles peuvent aller chez le notaire faire une reconnaissance conjointe rétroactive, en fait. Combien de temps la rétroactivité? La naissance de l'enfant. Il n'y a pas de durée? Non, en fait, il n'y aura pas de durée. Donc, en fait, c'est totalement libre. À partir du moment où elles sont d'accord toutes les deux pour le faire, ce sera très facile. À partir du moment. Voilà. Et en revanche, pour les couples qui se seraient séparés dans de mauvaises conditions, parce que ça peut arriver, et j'ai rencontré beaucoup de femmes, malheureusement, qui ont vécu ça, avec des souffrances, même parfois des fratries séparées, c'est terrible. Là, on crée un mécanisme qui est dans la loi adoption, qui arrive au Sénat à la rentrée. J'ai entendu que vous n'y croyez pas, mais comptez sur moi pour ne pas lâcher le gouv. Je pense qu'ils savent qu'on ne lâchera pas et qu'elle sera votée, ce texte, parce qu'on prévoit un dispositif spécifique pour pouvoir promulguer et aller jusqu'à l'adoption, y compris si la mère fait une opposition fallacieuse, on va dire. Donc en fait, vous êtes en train de... J'essaye de comprendre parce que je n'avais pas connaissance de cette information. Vous êtes en train de proposer une alternative à le consentement
parenté conjoint que nous on demandait hein, au niveau des associations en amont, qui serait dans le cadre de la grossesse ou même dans le cadre de la PMA directement, indiquer voilà, les deux parents souhaitent avoir un enfant ensemble et on considère que ça suffit à faire famille. Là on est en train d'essayer de pallier justement ce que la loi ne permet pas aujourd'hui. Demain après-demain. Ce qu'on vote dans la loi, c'est ça. On vote le fait que les mamans qui iront faire une PMA, elles iront chez le notaire faire le consentement au don, ce que font déjà d'ailleurs les familles hétéros. Voilà. Et sur le même document, il y aura une reconnaissance anticipée l'une de l'autre, comme la future mère de l'enfant à venir. Que pour les mères de même sexe. Oui, pour les mères de ça, c'est la grosse même différence. sexe. C'est qu'on a celles qui auront fait une PMA avant le texte pourront faire ce document, même de façon rétroactive. C'est dans ce sens-là où c'est très simplifié. Et il n'y aura pas besoin de passer par l'adoption. Alors, le temps avance un peu. Marie, j'ai une petite question. Je crois que vous souhaitez peut-être avoir un autre enfant. Et je crois que vous n'êtes pas sûr de le faire en France, même s'il y aura un parcours de PMA possible en France. Ouais, non, moi, je n'ai pas prévu de passer. Parce que c'est mieux ailleurs, parce que c'est plus organisé ailleurs, il y a plus d'expertise ailleurs. Oui, c'est ce qui était dit tout à l'heure. En matière de bioéthique et donc en matière de PMA, on est en retard. Enfin, le premier bébé éprouvette à mon âge, depuis, il ne s'est pas passé grand-chose en France. Et aujourd'hui, la Belgique ou l'Espagne sont, et ce n'est pas les seuls, le Portugal aussi par exemple, sont très très performants en PMA, ce qui n'est pas le cas de la France. On a perdu beaucoup de temps. Moi, j'ai passé 5 ans à faire mon premier enfant. Je ne vais pas reprendre 5 ans à essayer en France. Donc, Est-ce que vous appelez performant avec des équipes médicales? Oui, c'est-à-dire au niveau des techniques propres liées à la PMA, le fait de pousser jusqu'à des blastocysts, donc ça veut dire attendre 5 jours après la fécondation pour transférer ensuite, c'est pas forcément le fait en France. Le fait d'avoir de la cryogénisation et pas de la congélation, c'est pas forcément le cas en France. Donc il y a des techniques. Alors c'est un peu plus adapté. Alors je vais avancer malheureusement parce que. Voilà. Alors attendez, juste ça c'est un point important. Ouais, rapidement. Sur le point des cliniques privées, moi je fais partie de ceux qui ont poussé pour qu'on permette justement aux cliniques privées en France de le faire. Et il y a eu un énorme débat. Il faut arrêter aussi en France de dire non, si c'est pas public, c'est le drame. Parce que ce qui pousse aussi les techniques médicales et la recherche en général, alors on a d'excellents centres de recherche dans nos centres hospitaliers et on les remercie. Et il y a d'excellents centres de PMA, à Montpellier particulièrement, j'en fais la pub au passage, mais ils sont vraiment bons. Mais je pense qu'il faut qu'on ouvre au secteur privé pour que tout le monde puisse y aller. Donc là, on a fait quelques pas, mais ça a été à chaque fois des heures et des heures de débat en hémicycle dès qu'on évoquait le fait qu'on permette au secteur privé d'y aller. Et il faut qu'on se détende un petit peu. Moi, je ne suis pas forcément favorable à ce que le secteur privé pousse. Ce que je constate, c'est qu'en Espagne, pour prendre l'exemple de l'Espagne, les couples hétéros qui n'entraient plus dans le système, donc à plus de 42 ou 43 ans selon les pays européens, et les couples de même sexe et les femmes seules ont financé la recherche, en fait, puisqu'on est venu payer très très cher, bien plus que le coût de la sécu locale, pour pouvoir faire nos enfants là-bas, et que ça a généré une manne incroyable. Donc, au-delà du débat public-privé sur la recherche, les sous, on les a amenés là-bas, ça c'est certain. Il y a d'autres choses dans ce projet de loi, et on va approcher de la fin, mais par exemple, un autre argument adopté par la Commission, par certains députés, refusé par le gouvernement avec les voix de la droite, faut bien le dire, la possibilité pour une femme en couple de donner ses ovocytes à sa compagne qui porte l'enfant, ce qu'on appelle la ROPA, réception de l'ovocyte par le partenaire, adopté par la Commission, refusé par le gouvernement. Ça, c'est un autre exemple. Est-ce que, malgré tout, quand même, vous n'avez pas le sentiment, il y a un de vos collègues, Raphaël Gérard, qui dit, en fait, on en arrive à des dispositifs qui tiennent pas debout. C'est-à-dire, en fait, en gros, la loi, elle est comme ça, elle a été faite comme ça, parce que le gouvernement a refusé pas mal de choses. Il y avait la pression encore d'une droite qui, de toute façon, ne voulait pas faire avancer les choses au Sénat. Finalement, on se retrouve à faire un truc un peu bricolé comme ça, qui finalement, comme vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, va être amélioré par le droit et la jurisprudence, le politique n'ayant pas voulu prendre totalement ses responsabilités. Non, on est d'accord. Même si vous avez bataillé sur beaucoup d'arguments. Ouais, mais sur la ROPA, il y a une cohérence. Je ne peux pas laisser dire que c'est bricolé, parce qu'en fait, il y a une cohérence de fond. C'est précisément la question de la levée de l'anonymat. Si le don est ça a anonyme, été justifié comme ça. Eh bien oui, mais c'est le cas, parce que le principe en France, et quel que soit d'ailleurs le don, pour un cœur ou un rein, c'est la même chose, comme il y a un principe d'anonymat du donneur, qui est absolu, qui est dans les principes de bioéthique à la française. Oui, mais ça règle des situations concrètes, c'est ça que je veux dire, et ça crée de l'égalité. On n'a pas des frères qui donnent des reins à leurs sœurs? Non, il y a un principe d'anonymat du don qui fait que justement, le donneur et le receveur ne peuvent jamais se connaître, hormis s'ils ont une parentèle génétique identifiée. Alors là, on n'est pas dans le cadre d'une parentèle génétique. Non, on est en train de continuer à légitimer le code Bonaparte, qui continue de dire que c'est le sang qui fait la famille et qui refuse de constater autre chose. Est-ce que c'est pas Bonaparte? Là, pardon, mais je comprends votre passion, mais non, c'est pas une question de Simone Veil et 194. Ces articles-là du code. Mon point, c'est de dire que la filiation aujourd'hui, on n'a pas voulu la réformer. Et je peux comprendre sur la ROPA. Mais parce que c'est la même chose. C'est la question du don fléché qui n'a pas été acceptée. À la fin, c'est la même situation. Je vous interromps. Est-ce qu'on n'a pas, quand même, dernière question, Coralie Dubos, c'est pas beaucoup d'années à discuter pour finalement
faire une loi qui n'est pas en fait une loi vraiment sur la famille, sur l'affiliation, c'est-à-dire qu'on a un peu une loi quand même qui est demi-mesure. C'est une loi de bioéthique, c'est pas une loi sur la famille. Moi, j'appelle de mes voeux une réforme du droit de la famille plus large, avec beaucoup de choses, y compris les beaux-parents, etc. Je pense qu'on a plein de choses à mettre au goût du jour en France. C'est une loi de bioéthique. On a mis des premières briques qui sont importantes. Reconnaître 2 mamans dans le Code civil, c'est quand même la première fois depuis toujours, en fait, depuis 2000 ans. Donc c'est une première étape importante. J'entends qu'elle n'est pas suffisante parce qu'elle ne reconnaît pas toutes les mamans et tous les papas dans le Code civil, toutes les coparentalités qui existent dans notre société. Et j'espère que Mais ça fait depuis 2013 qu'il y a 2 mamans qui sont reconnues. Pas au titre 7. Là, vous parlez de l'adoption. Mais si on regarde le titre 7, celui que vous appelez la filiation dite légitime ou dite naturelle, j'aime pas ce terme. J'appelle ça la filiation par engendrement. Ceux qui font venir au monde un enfant, peu importe la méthode. La filiation par engendrement, c'est la première fois qu'on met 2 mamans dans la filiation par engendrement. Dès la naissance. Et ça, symboliquement, je trouve que c'est très important quand même comme progrès de société. Même s'il faudra aller plus loin pour que toutes les familles soient concernées. Et puis, merci, parce que cette discussion peut continuer assez longtemps, en réalité. Ouais. On a déjà abordé pas mal de points. Merci à toutes les deux. Vous voyez pourquoi le texte a pris du temps, il y a plein de choses à dire. On peut aussi éventuellement penser à ces femmes que Rosane Le Carboulec a rencontrées, qui ont dû abandonner leur rêve d'avoir un enfant à cause de tout ce temps perdu. On va terminer ce plateau en pensant à elles. Merci à toutes les deux. Marie, donc militante pour l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, maman d'une jeune enfant née de PMA. Et vous, Coralie Dupost, députée LREM de l'Hérault et co-rapporteur du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Je reçois maintenant Lucie Delaporte. Bonjour Lucie. Bonjour. Tu es journaliste à Mediapart, tu suis de très près l'extrême droite et tu as récemment consacré plusieurs articles au phénomène des youtubeurs d'extrême droite, des néofascistes débonnaires, dis-tu débonnaires, je précise, car ils utilisent parfois l'humour pour développer un discours authentiquement fasciste et ultra-violent. D'ailleurs, ils s'en revendiquent. Ils s'appellent Papacito, Baptiste Marchais, Valek, Bruno Le Salé, Julien Rochdy, etc., etc. Leurs vidéos peuvent être très regardées et ils font partie, comme tu l'as écrit dans un article paru le 13 juin, d'une nouvelle génération d'activistes identitaires rompus à l'agit-prop. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui a enfariné Jean-Luc Mélenchon samedi à la manif parisienne contre l'extrême droite. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont été directement ciblés par ce youtubeur Papacito, l'un des plus connus en fait de ces youtubeurs, dans une vidéo, on va dire, d'appel au meurtre, pour être très clair. Attention, on va regarder quelques secondes, c'est très violent, et juste après, on voit la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est par balle. Il appelle à cet instant au meurtre. Qui que vous soyez, quelle que soit votre opinion politique à mon sujet ou à celui des Insoumis, je suis certain qu'aucun d'entre vous n'approuve une telle mise en scène. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête après cette vidéo de Papacito pour provocation publique non suivie des faits à la commission d'atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes. Lucie, tu travailles sur cette galaxie depuis longtemps. En un mot, qui sont-ils ? Alors donc c'est des youtubeurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même préciser que c'est des gens qui ont un petit modèle économique, c'est-à-dire qui vivent de ces vidéos. Soit en faisant du placement de produits, soit par donc la publicité. Et c'est donc des youtubeurs d'extrême droite, c'est-à-dire que leur fond de commerce, c'est vraiment les idées identitaires, antiféministes, racistes, homophobes. Enfin voilà, c'est vraiment des youtubeurs d'extrême droite. Avec comme marque de fabrique, parce que c'est toute une nébuleuse, chacun a un petit peu sa tonalité, sa spécialité, mais la marque de fabrique, c'est effectivement d'essayer de faire passer ça par l'humour et avec une culture très adolescente, très jeux vidéo, donc avec des mèmes qui sont empruntés vraiment à la culture adolescente et la culture de gamer. Voilà, ça c'est un peu ce qu'ils ont tous en commun. Voilà, après... Si on doit qualifier leur discours, je l'ai dit, un fasciste, il est authentiquement fasciste, il est suprémaciste. Quel mot on utilise ? Oui, je crois que c'est des mots assez bien adaptés. Le mot fasciste, alors on peut penser à Julien Rochdy, qui est un ancien du Front National,
du FNJ. Lui, il a fait une vidéo carrément qui s'appelle « Être facho ou périr ». Ça, il le revendique, c'est revendiqué. Là, il le revendique. Et c'est vrai que c'est une génération très décomplexée par rapport à ces idées-là, qui a retourné l'idée qu'il fallait se cacher pour être raciste. Là, c'est vraiment assumé totalement. Alors, effectivement, en jouant sur l'ironie, le biais de l'humour, mais non, je l'ai dit, je l'ai pas dit, etc., mais quand même assumer assez clairement son racisme, sa misogynie, son homophobie et son fascisme. C'est-à-dire que ils ont une représentation de la société autoritaire, violente, viriliste, et c'est un appel constant à la violence. Alors justement, on va écouter ce qu'il en est de leurs obsessions. Difficile de faire une émission sur ce sujet sans montrer avalanche de thèmes racistes, sexistes, authentiquement fascistes. Encore une fois, attention, c'est violent et, disons-le, assez atroce, malgré les apparences de codes un peu cool parfois. La société se gauchise, donc elle se féminise. République de fils de pute. Bon, l'histoire de l'homme, elle a été misogyne jusqu'à il y a 60 piges. Que des mecs de 50 kilos, cheveux bleus, véganisme. On a fait des lois de Tarlouse de la République du Moyen-Âge. C'est l'esprit chevaleresque. Qui c'est qui a inventé la royauté ? C'est des gros rois germains avec des glaives d'1 mètre. Sur des mecs qui s'excusent de respirer. Et c'est ce qui provoque la mort de l'Occident. Le féminisme, c'est le wokisme, c'est l'antiracisme. Mon monde à moi, tu vois, le monde de Cyrano de Bergerac, les couilles et la poésie. Vivre, tu vois, tringler des gonzesses méritantes, bouffer, boire, se battre. Voilà, et des appels plus ou moins subtils à la guerre civile. Melting pot, là encore, vous allez voir, effrayant et franchement glaçant. Quand je dis la radicalité de droite, je parle pas de Brenton Tarrant. Je te parle du mec qui se fait siphonner ses impôts, dont les enfants se font égorger, qui commence à en avoir plein le cul, et qui fera pas un truc débile, c'est-à-dire tirer à l'aveugle, mais qui fera des trucs ciblés. Moi, quand ça va péter, quand les règles vont tomber, j'irai pas chercher des terroristes ou des musulmans radicaux pour faire des exactions. J'irai chercher les mecs qui leur ont permis de faire ce qu'ils ont fait en France et qui s'en sont dédits par la suite et qui pensaient qu'il n'y aurait pas une facture à payer. Moi, je veux ressusciter la France en évitant à la France une guerre civile. Et après, il y a le second temps de l'histoire. C'est quand l'Empire romain s'effondre, que les barbares sont en train de saccager Rome. Et là, par contre, j'aurai d'autres solutions et d'autres modus operandi qui sont déjà très clairs dans ma tête. Très clair dans sa tête. Lucie, on imagine ce que c'est, de la violence. Voilà, alors d'ailleurs, Papacito, en 2018, avec un autre youtubeur très connu, Raptor Dissident, avait appelé à monter une équipe. Monter une équipe, c'était très clair. En fait, c'était un appel direct à monter des cellules localement d'autodéfense ou en tout cas de violence, clairement avec un imaginaire de ratonnade, puisque c'est des gens qui sont habités par le racisme et habités par la xénophobie. Alors, comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils annoncent ça, il y a des choses qui commencent à se créer, puis après ils reculent parce qu'évidemment ça tombe sous le coup de la loi et qu'ils veulent continuer leur petit business et leurs petites vidéos qui cartonnent, il faut bien le dire, auprès des jeunes. Alors, ils cartonnent en effet sur YouTube, en tout cas pour certains, ils cartonnent. Mais il n'y a pas que YouTube. Ils ont aussi leur univers médiatique, leur écosystème médiatique. Ce que je trouve assez frappant, c'est que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à eux, c'était vraiment, effectivement, d'abord un peu dans il faut y accéder, on ne tombe pas dessus directement. Il faut rentrer par des cercles un peu de jeux vidéo, plutôt à destination d'un public adolescent. Et effectivement, ce qui me paraît intéressant, c'est depuis quelques mois, il y a des médias traditionnels, classiques, alors à la droite de la droite, on les connaît bien, c'est Valeurs Actuelles, c'est Sud Radio, qui leur ont offert une tribune assez extraordinaire et les ont ouverts à un public beaucoup plus large que ceux qu'ils avaient jusque-là et voire ont légitimé en partie leur discours, qui est quand même... Et qui captent leur audience aussi d'une certaine façon. Exactement. Pour eux, c'est une façon de se rajeunir, pour ces médias Sud Radio et Valeurs Actuelles, et pour ces youtubeurs, c'est aussi accéder quand même à une forme de notabilisation dans le paysage médiatique qui est assez incroyable. En un mot, quelle est leur relation avec le Rassemblement national ou les sphères autour du Rassemblement national ? Alors, ce qui est compliqué, déjà, c'est une nébuleuse. Donc, chacun a un peu son parcours. On peut parler de Julien Rochdy, parce que lui, typiquement, c'est vraiment un ancien président du FNJ, du Front National de la Jeunesse, qu'il a quitté parce qu'en fait, il était quand même trop radical. Donc, voilà. Mais il garde évidemment plein de contacts au Rassemblement national. Il a formé aussi plein de gens autour de lui qui sont restés là-dedans. Sinon, c'est quand même plutôt une sphère assez défiante à l'égard des partis politiques en général et qui a l'image d'un Rassemblement national trop mou, qui s'est un petit peu trop institutionnalisé, donc ils sont là pour le pousser.
C'est vraiment... et c'est là où c'est des activistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour, évidemment... C'est un peu le débouché naturel, le seul pour eux. Ouais. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'ils se ressentent trop. Donc, et est-ce qu'il y a des ponts avec des figures de l'ultra-droite qui ont pu ou sont aujourd'hui proches du RN ? Oui, tout à fait. Alors Marchek est effectivement un YouTuber, on a vu dans cette vidéo, qui est apparu il y a, je crois, 8 mois et qui compte aujourd'hui, je crois, 150 000 abonnés. Il a vraiment explosé. Et lui, voilà, on sait très bien qu'il a eu... qu'il était proche de Serge Ayoub, donc vraiment des militants de l'ultra-droite multi-condamnés pour des faits de violence. Donc c'est quand même des gens, et beaucoup entretiennent, et d'ailleurs le mettent en scène, des liens avec justement des groupuscules violents, des groupuscules, alors ils sont très club de boxe, club de tir, etc. Donc ils aiment bien mettre en scène le fait qu'ils sont proches de cette ultra-droite radicale. Lucie, merci, tu restes avec nous. On va rejoindre depuis Montpellier Romain Fargier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant, chercheur au CEPEL CNRS, et vous terminez une thèse justement sur les youtubeurs politiques, en particulier ceux-là, à l'université de Montpellier. Romain Fargier, ces gens-là, on l'a dit, ils ont une audience très large. Comment vous l'expliquez et d'après ce que vous savez, quel est leur public ? Alors, ils ont une audience très large parce que tout simplement YouTube correspond un peu à un marché de contenu où règne l'offre et la demande. Et c'est vrai qu'il y a une demande pour ce genre de contenu, étant donné que de telles idéologies ne se retrouvent pas forcément dans les médias classiques et les médias traditionnels. Et leur public, c'est qui, justement, l'audience, les gens qui regardent ? Est-ce que c'est varié ou pas du tout ? C'est dur d'avoir une photographie, on va dire, globale de leur audience. Ce sont majoritairement des jeunes de moins de 34 ans. Et il y a aussi énormément de gens qui vivent en province, selon les statistiques YouTube. Ouais. Est-ce que pour vous, dans les usages, ça crée de la radicalisation politique dans la société, d'une certaine façon, si on imagine qu'on a une vingtaine d'années et qu'on s'intéresse à la politique de cette façon, on se dit, bon ben voilà, on a là un parcours politique, un imaginaire qui se dessine au début d'une vie d'adulte, ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors, ce qui est flagrant avec ces youtubeurs, c'est qu'ils ont des techniques rhétoriques et un usage des technologies qui est très agréable. Ils savent manier l'image, ils sont très divertissants. Et c'est vrai que c'est comme ça que souvent des jeunes rentrent dans leur contenu. Le ton, le sarcasme, l'usage à foison de mèmes, vous savez, ces figures qui se partagent sur Internet, etc. Par exemple, si on peut faire la comparaison avec l'alt-right qui a utilisé Pepe the Frog, qui est, vous savez, cette grenouille. Pépé la grenouille. Voilà. En France, il y a énormément dans les vidéos de ces youtubeurs. Rizitas, qui est un humoriste espagnol, qui s'est fait connaître notamment en faisant des éclats de rire sur les tableaux de télé espagnols et qui est largement utilisé aussi par ces youtubeurs. Donc c'est vrai que c'est des contenus qui sont divertissants, qui ont du sarcasme, de l'ironie et qui peuvent séduire un certain public qui aiment ces codes et cette culture de l'humour, etc. Et voilà, et d'ailleurs toujours l'excuse c'est de dire on est au 2e degré ou au 3e degré, même si de fait ils se disent eux-mêmes aussi je suis fasciste par exemple. Parlons un peu des références qu'ils ont. Quand on regarde ces vidéos, plusieurs choses reviennent, des choses assez autour de millénaristes, autour du Moyen-Âge, de l'Empire romain, toujours avec cette idée que notre civilisation c'est une forme d'empire en décadence, comme d'autres empires avant, d'une certaine façon. Ça vient d'où ? Est-ce que c'est de fait récurrent ? C'est un des points communs, puisque je ne serais pas tout à fait d'accord avec Lucie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un panorama assez large d'idéologie chez ces youtubeurs. Il y en a qui sont libéraux, libertaires, il y en a qui sont royalistes, il y en a qui sont plutôt suprémacistes, d'autres qui sont hyper assimilationnistes, on va dire. Mais c'est vrai que le trait commun de tous ces youtubeurs, c'est une idée du déclin de la France, c'est-à-dire qu'ils ont un peu la nostalgie, on va dire, d'une France du XVIIe siècle et qui serait le toit de l'univers, notamment en faisant référence à Napoléon,
aux grandes batailles avec les rois ou aux croisades plus anciens, notamment pour Papacito. Il y a aussi énormément de références à Nietzsche, puisqu'ils n'hésitent pas à citer Nietzsche, puisque pour eux, Nietzsche représente le surhomme, c'est-à-dire c'est un peu la validité de leur extrême virilité, de leur puissance. Et par exemple, Julien Rochdy a auto-publié un livre entièrement sur Nietzsche, et c'est une de ses figures intellectuelles les plus marquantes. Une dernière question, Romain. Leurs influences, quelles sont-elles? Vous avez parlé un peu de l'alt-right américaine, donc la droite dont laquelle Donald Trump était proche, en tout cas certains de ses proches, et qu'il n'a pas désavoué en tout cas, dont il copie les méthodes un peu, je crois. Parlez-nous un peu de ça. Et il y a aussi d'autres influences. Est-ce que par exemple des gens comme Alain Soral, qui est bien sûr ce polémiste d'ultra-droite antisémite, qui a eu lui aussi son écho sur les réseaux sociaux, sont importantes? Il y a l'impression qu'ils grappillent un peu partout. Alors, ils revendiquent... ils revendiquent une inspiration depuis Alain Soral. Pour eux, c'est un peu le pionnier des vidéos politiques sur Internet. Mais on va dire que ces dernières années, ils ont voulu tuer le père, notamment parce que Soral est beaucoup trop à gauche pour eux. C'est un ancien du Parti communiste qui est aussi passé par le Front National à un moment en étant proche conseiller de Marine Le Pen. Oui, c'est ça, pardon. Mais en fait, ils ont voulu tuer le père. Et ils ont voulu un peu prendre leur autonomie vis-à-vis d'Alain Soral. Et puis, il y a eu énormément, on va dire, de friction entre les anciens comme Alain Soral et ces nouveaux youtubeurs de droite et d'extrême droite. Et donc, ils invoquent une inspiration, mais maintenant, ils veulent totalement se détacher de Alain Soral. Concernant l'inspiration de l'alt-right, il y a plusieurs éléments qui sont communs aux deux, même si l'alt-right américaine est vraiment beaucoup plus suprémaciste. Eux, c'est vraiment la race blanche qui est supérieure, alors que de tels discours ne sont pas forcément présents chez les youtubeurs d'extrême droite en France et de droite. Et aussi, il y a un antisémitisme très prenant aussi dans l'alt-right américaine, qui n'est pas vraiment le sujet central de ces youtubeurs d'extrême droite et de droite sur en France. Mais ils ont d'autres obsessions, on l'a vu. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ils parlent souvent de la fenêtre d'Overton et c'est vraiment là leur but, en fait, je pense, au niveau de l'influence. La fenêtre d'Overton, c'était un élément invoqué par Richard Spencer, qui est un des membres de l'alt-right américaine, qui disait en fait que dans le champ politique, dans les médias, il y a une fenêtre d'idées qui est acceptable par tout le monde. Et en fait, le but de l'alt-right, c'était justement d'aller sur les côtés de cette fenêtre d'idées et d'imposer, de décaler cette fenêtre pour rendre des idées extrêmes acceptables. Et c'est un peu leur but, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des ambitions électorales ou des ambitions de participer dans la politique d'un pays. Eux, c'est vraiment, d'ailleurs Papacito le dit lui-même, il veut faire du gramscisme, c'est-à-dire qu'il veut... De la bataille culturelle. Il veut la bataille culturelle dans les universités, dans la famille, au repas de famille à Noël, auprès de ses amis, etc. Il veut que leurs idées se diffusent comme ça dans la société. Merci. Romain, Lucie, un petit mot sur ce qu'a dit Romain Fargé? Oui, alors ce que je trouve aussi important de rappeler, c'est que moi j'ai l'impression que des paliers, parce qu'on est aussi dans un climat politique très particulier depuis quelques mois, et que là des paliers ont été franchis, et qu'on sent qu'un certain nombre de ces jeunes gens ont aussi un peu des fourmis dans les jambes, ils ont envie de passer à l'action, et que tout ce discours prépare en fait des passages à l'acte. Et je voudrais quand même rappeler la responsabilité des médias qui leur donnent cette audience. Je pense encore une fois, à Valeurs Actuelles qui ricane quand, dans un entretien avec Papacito, il annonce qu'il va effectivement faire une sorte d'épuration. Hier ou ce matin, je crois, Papacito a encore mis une vidéo en ligne avec un article de nos confrères de Libération sur eux, avec des bruits de mitraillettes tout au long de la vidéo. Il cite souvent Mediapart, Télérama, exactement. Voilà, Mediapart, Télérama, Libération sont des cibles, parce que
principal, puisqu'on est identifié comme gauchiste, islamo-gauchiste. Voilà, donc moi je m'inquiète un petit peu comme ça de ces appels je pense que là on a eu effectivement un jet de farine, c'est pas bien méchant, mais quand on a une vidéo où Papacito explique comment se fournir des armes par des clubs de chasse, je pense que c'est très inquiétant et je pense que les pouvoirs publics doivent s'en saisir et les médias doivent être responsables là-dessus. Ouais. Merci beaucoup, Lucie Delaporte, de la rédaction de Mediapart du service politique, et vous, Romain Fargy, à distance, doctorant à l'Université de Montpellier. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. On parlera notamment, des nouveaux ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy, cette fois dans l'affaire Big Malion. À demain.